Cette semaine à l'émission, on reçoit un couple qui a réussi à faire le pire et le meilleur dans la gestion des écrans dans leur famille. Et on parle de technique et de technologie avec nos chroniqueurs. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode consacré à la technique. On a autour de la table aujourd'hui une très belle brochette d'invités, chroniqueurs. Commençons par le plus près. C'est pas parce que la brochette est belle que tous les morceaux dessus sont beaux, hein? Toi, t'es quoi? Tes champignons, le poivron, l'oignon, on le sait pas trop. Le petit bout que tout le monde enlève. Benjamin Boivin. Salut Antoine. Chef de pupitre pour le magazine Le Verbe. Très heureux de t'accueillir sur ce plateau. Avec toi. Alors, heureux de t'accueillir spécialement, oui, parce qu'on est amis, on s'aime bien, tout ça, mais parce que tu as travaillé très fort sur un numéro spécial qu'on a consacré à ce thème-là, un numéro qui sort justement cet automne sur le thème de la technique. Tu vas nous en parler d'ailleurs un peu plus tard. Oui, tout à fait. Ça a été un grand plaisir de travailler sur ce sujet-là. Je pense que ça va être profitable. Je pense que c'est un bon moment pour réfléchir à ça. Génial. On a aussi à l'émission, pour la première fois, un collaborateur occasionnel au Verbe qui avait écrit un texte il y a quelques années sur notre site web, Maxime Scrive. Bonjour. Bonjour. Formé en bioéthique, philosophie, théologie, c'est des enjeux qui t'intéressent depuis longtemps déjà. Absolument. Grand spécialiste de Jacques Ellul aussi, un grand penseur de la technique. On te garde pour la fin, pour le dessert de cette émission où tu vas déboulonner certains mythes liés à la technique. Très heureux de t'accueillir. Avec plaisir. Et on reçoit aussi, évidemment pour la première fois, Mildred Canizales et Patrick Marceau, des invités très spéciaux, un couple, qui ont témoigné dans le numéro dont on parlait il y a quelques instants avec Benjamin. En tant que parent d'une belle tralée d'enfants, vous en avez combien? On a 9 enfants, 6 gars, 3 filles. D'âge assez, c'est assez étendu, hein? Ça va de 28 ans à 27 à 11 ans. Alors, ce qui est fascinant avec votre histoire, c'est que vous avez connu plusieurs générations, on pourrait dire, là, oui. Même si c'est seulement dans les 20-25 dernières années, oui. Plusieurs générations disons, de rapport à la technique, à la technologie. L'entrée, dans le fond, de la technologie dans les familles. Oui, c'est ça. Comment ça s'est passé dans le début du siècle? Vous l'avez vécu, ça vous a frappé de plein fouet. Je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir à en parler un peu plus tard dans l'émission. Bienvenue. On est très contents d'être ici. Merci beaucoup. C'est bien. Merci. Mettons la table. D'entrée de jeu, là, c'est important de bien définir les termes. Depuis le début de l'émission, je parle de technique, de technologie, passant d'un à l'autre sans vraiment porter attention, sans vraiment m'attarder là, au sens des choses. Allons avec une définition. Quand on parle de technique, c'est un terme qui est équivoque, hein, parce que ça fait référence au Québec, en tout cas, à un programme de formation, par exemple. On l'entend souvent aussi comme étant une méthode. C'est quoi la bonne technique pour réussir son gâteau au chocolat? Mais on parle de d'autres choses aujourd'hui, Benjamin. Oui, bien en français, quand on utilise le mot technique comme il faut, on fait référence à ce qu'on appelle plus souvent, généralement, du moins au Québec, la technologie. On peut commencer à faire des distinctions. Je sais que Maxime va nous amener une définition beaucoup plus élaborée que ce que je vais être capable de proposer. Mais du moins, la technique, là, finalement, c'est lorsqu'on parle d'une technologie, par exemple, on parle d'un outil, du développement d'un outil qui nous permet d'accomplir une certaine fin. Un marteau nous permet de rentrer un clou dans une planche, des choses comme celle-là. La technique, passé un certain point, finalement, c'est comme la question qui nous préoccupe. On vient à se demander si est-ce qu'on est encore en train d'utiliser la technique pour accomplir nos fins ou si on devient prisonnier d'une manière de fonctionner, d'un univers technique dans lequel on devient moins libre, pas plus libre, moins capable de faire les choses qu'on veut, pas plus capable de faire les choses qu'on veut. Et là, on n'est plus simplement dans l'outil, mais on se retrouve dans un système dont on est le rouage. Une structure qui dépasse largement une collection d'outils particuliers, mais vraiment une manière de vivre, une manière d'être au monde, qui est vraiment caractéristique de notre époque. Peut-être que les éléments, disons, d'actualité qui nous font beaucoup penser à la technique d'aujourd'hui, c'est des nouvelles avancées comme l'intelligence artificielle, par exemple. Clairement. Des développements d'outils, probablement le téléphone intelligent est le cas paradigmatique de ça. Le téléphone intelligent, c'est un appareil qui accomplit plusieurs fonctions qui existaient déjà préalablement. Là. Téléphoner, écrire, regarder des émissions comme on le faisait sur la télévision. Mais dans l'agglutinement de toutes ces fonctions-là, à l'intérieur d'un appareil particulier,
Il n'y a pas simplement une simplification de notre vie ou une réduction de la friction, si on veut, là, dans notre relation avec le réel. Là. Il y a vraiment un changement de paradigme, un changement de manière de vivre en société. On en fait tous l'expérience. Puis l'idée, finalement, c'est d'essayer de développer des outils pour y réfléchir, puis constater là, qu'est-ce que ça fait concrètement dans notre vie, puis de nous poser la question de savoir qu'est-ce qu'on veut finalement, quel est le rapport qu'on veut entretenir avec ces outils-là. Parce que, bon, évidemment, on va avoir une approche critique aujourd'hui. On va essayer de prendre un peu de distance face à la chose. Mais on est pogné dedans. Là. On aura l'occasion d'en parler avec Maxime un peu plus tard. Tu es d'accord avec les définitions de mon collègue? Absolument, Benjamin. C'est super comme définition. Techné, du grec, hein, c'est un savoir-faire. Finalement, la technique, c'est une recherche artificielle d'efficacité, d'efficience. L'efficience, c'est le rapport qu'on entretient entre le but et les ressources consommées. Souvent, on confond aussi efficacité et efficience, mais effectivement, donc ce serait une recherche d'efficience. Mm-hmm. En usine, quand on demande, on enseigne l'efficience aux gens d'usine, on leur dit tuer une mouche, on peut prendre un tue-mouche ou un marteau. C'est aussi efficace, mais c'est pas aussi efficient. Uh-huh. Alors, le bon moyen pour la bonne fin. On se garde quelques morceaux pour ta chronique un peu plus tard, Maxime. En toute fin d'émission, on reviendra sur quelques mythes liés à la technique sans plus tarder. Allons voir ce qu'il y avait dans ce numéro spécial consacré au sujet avec Benjamin. Benjamin Boivin, chef de pupitre pour les magazines au Verbe Média. Bonjour. Bonjour. Benjamin, tu as passé les derniers mois à travailler sur, peut-être, j'oserais dire, le meilleur numéro du Verbe. En tout cas, c'est un numéro sur lequel on a travaillé avec beaucoup de passion. On y a mis tout notre cœur en équipe. Mais toi, tu avais un rôle particulier. Tu agissais à titre de chef d'orchestre de ce numéro. Raconte-nous ce qu'on y retrouve. Bien, on parlait d'efficience il y a quelques minutes. C'est pas parce qu'on met beaucoup d'efforts sur quelque chose que le résultat final est nécessairement satisfaisant. Je vais laisser au lecteur le loisir de décider s'il trouve que c'est bon. Mais bon, dans le numéro spécial technique, là, il n'y a pas que, il n'y a même pas principalement des considérations d'ordre philosophique ou intellectuel. Là, je ne veux pas effrayer inutilement les lecteurs. Il y a des questions de définition, il y a des entrevues où on parle de la notion de technique de manière intellectuelle plus approfondie. Il y en a deux, là, principalement. L'une avec une grande chercheuse québécoise, Marie-Hélène Parizeau, qui a énormément réfléchi sur la question de la technique, qui mobilise beaucoup l'apport de philosophes comme Jacques Ellul, dont Maxime va nous parler un peu plus tard. Il y en a une autre avec un journaliste américain très intéressant, Peter Mommsen, qui a développé toute une réflexion sur la technique. On aura l'occasion d'en parler dans quelques minutes. Mm-hmm. Il y a aussi toute une série de reportages, de portraits, de témoignages qui vont nous amener, je crois, à avoir un regard qui est nuancé et plus large sur la technique. On a des portraits qui nous montrent un visage assez positif, je crois, de la technique. Là. Par exemple, le portrait d'une jeune femme dont la condition de santé a été améliorée d'une manière vraiment très importante par le développement de bras robotisés, par exemple. Mm-hmm. Des développements techniques qui vraiment là, contribuent de manière dramatique à l'amélioration de la qualité de vie de cette personne-là et de plusieurs autres personnes partout dans le monde. Le secteur de la santé, le secteur médical est probablement le meilleur univers là, pour réfléchir aux apports positifs de la technique. Mais il y a aussi toute la question de l'usage des technologies dans le milieu familial, dans le milieu du couple. On a un très bon article d'Anne-Marie Rodrigue sur la technologie dans le couple. On a aussi un excellent reportage de James sur nos invités aussi aujourd'hui et toute leur histoire familiale dans le rapport de la technique avec l'éducation des enfants, vraiment qui, je crois, va beaucoup résonner avec l'expérience de nos lecteurs là, qui sont en âge d'avoir des enfants ou qui commencent à se questionner sur ce que ça veut dire d'avoir des enfants. Un super photoreportage de Simon Lessard sur les moniales dominicaines qui vivent à Squamish dans un univers... En Colombie-Britannique, à l'ouest du Canada, oui. Qui vivent vraiment là, dans les Rocheuses, dans un endroit tout à fait paradisiaque. Les photos sont superbes. Vraiment dans un univers qui combine les bons aspects de la technique avec la construction de bâtiments écologiques, éco-responsables, mais aussi un sain détachement là, par rapport à des outils technologiques qui finalement font de nous des outils d'une façon qui peut être surprenante. Je pense qu'il y a comme une assez grande variété dans les genres et dans les approches qui va nous permettre de réfléchir à la technique d'une manière qui est apaisée, je l'espère. Et ce qui fait
La signature du verbe, on pourrait dire, c'est cette force qu'ont nos journalistes d'aller sur le terrain, d'aller rencontrer les gens pour que justement le verbe s'incarne, pour que la parole soit pas juste une parole, mais qu'elle prenne chair dans la vie des gens. Et c'est un peu l'expérience que tu as faite, un peu beaucoup, l'expérience que tu as faite en allant visiter une communauté du Brouderhof dans l'État de New York, dans le nord des États-Unis, et pour aller voir comment cette communauté-là vivait un rapport assez particulier à la technique. Raconte-nous. Oui, bien, je vais commencer par expliquer ce qu'est le Brouderhof. Ouais. J'imagine que plusieurs peut-être ne le savent pas. Le Brouderhof, c'est une communauté chrétienne anabaptiste. L'anabaptisme, c'est une branche du protestantisme essentiellement qui regroupe, par exemple, les plus connus sont les Amish, les Mennonites. Donc, il y a des Amish en Pennsylvanie, aux États-Unis. Tout le monde connaît un peu les Amish. Les Mennonites, ben, c'est un peu des gens qui ont un même style de vie que les Amish. Ils vivent surtout au Canada, en Ontario, au Manitoba. Des Hutterites également au Canada. Le Brouderhof, c'est une communauté qui appartient à ce grand ensemble qui est l'anabaptisme, qui est bien connu pour un style de vie très communautaire puis une certaine résistance au développement technologique qui varie beaucoup. Hein. Il y a une grande gradualité entre les différents types de communautés, les différentes branches, même à l'intérieur des Amish, là, il y a une grande variété. Le Brouderhof, c'est une fondation plus récente. Il ne date pas de 500 ans comme d'autres branches de la Réforme. Ça a été fondé en 1920. Ils fêtaient leur 100e anniversaire en 2020. C'est une communauté qui se distingue vraiment par un style de vie très communautaire. Notamment, là, la propriété, toute forme de propriété privée est comme inexistante dans le monde du Brouderhof. Tous les biens sont partagés, tout est mis en commun. Il y a 3000 membres du Brouderhof partout dans le monde, dans environ 24 communautés, dont la grande majorité se retrouve dans l'État de New York. Là. Celle que j'ai visitée à Walden est une communauté du Brouderhof qui contient une usine où on fabrique des jouets, des installations pour les jeunes enfants. Puis également où on produit le magazine Plow, qui est un magazine géré par le Brouderhof, mais qui est produit en interaction avec des auteurs, des journalistes de plusieurs communautés chrétiennes, qui est dirigé par Peter Momsen, auquel je faisais référence plutôt dans l'émission, un excellent journaliste américain, à mon avis. Et donc, c'est une communauté qui, à la différence des Amish, va avoir un usage de certaines technologies. Traditionnellement, dans le Brouderhof, on acceptait de façon communautaire l'intégration d'une technologie de manière délibérée. Lorsque, par exemple, les ordinateurs sont devenus une partie importante du milieu industriel ou du milieu des publications, il y a eu un processus de réflexion communautaire pour savoir est-ce qu'on accepte d'intégrer des ordinateurs dans nos activités professionnelles. Donc, il y en a. Ah oui, il y en a. Plusieurs étapes de réflexion et d'analyse, et puis finalement, on a décidé de les intégrer. La grande distinction, en fait, dans le Brouderhof, dans l'usage des technologies, c'est le monde professionnel et le monde de la vie personnelle, du divertissement, de la vie familiale. Des ordinateurs, des machines, des automatisations dans l'usine, des téléphones intelligents même sont en usage dans les communautés du Brouderhof depuis plusieurs années. Mais dans la vie personnelle, dans les communautés, dans les lieux de vie là, où on habite, où on partage le repas, il n'y avait pas d'appareil technologique jusqu'à très récemment. Les individus ne se promenaient pas avec leur téléphone intelligent. Il n'y a toujours pas de télévision, pas d'automobile non plus qui appartiennent à l'un ou à l'autre en privé. Seulement quelques voitures qui appartiennent à la communauté et auxquelles on a accès en fonction du besoin. Ah ouais. Tu allais là avec quelle intention, Benjamin? Moi, dans le fond, mon intention en allant là, c'était de rencontrer une communauté qui avait un rapport intentionnel à la technologie. Parce que je trouve, et je pense que c'est une analyse qui est largement partagée, que dans nos vies, dans la société occidentale aujourd'hui, on vit un rapport à la technologie qui est très passif finalement, qui est très réceptif. On reçoit des nouveaux appareils qui très rapidement deviennent incontournables. Le téléphone intelligent est un cas paradigmatique, je pense, de ça. Aujourd'hui, pour vivre au Québec de façon normale, ordinaire, sans téléphone intelligent, c'est très difficile. Plusieurs services publics, plusieurs services privés sont inaccessibles sans téléphone intelligent ou presque inaccessibles sans téléphone intelligent. Une collègue me partageait cette semaine que son frère a dû s'acheter un téléphone intelligent, un portable, là, pour fréquenter son collège parce que sinon, il n'y avait pas accès à tout, je sais pas, là, ses plans de cours. Oui, c'est ça, des choses parfois qui sont très triviales, mineures, insignifiantes. Il s'en était débarrassé il y a quelques mois auparavant, mais là, il a dû retourner à ça. Ben oui, c'est ça. Puis ceux qui, d'entre nous, peut-être cherchent à se départir de leur téléphone intelligent se retrouvent souvent dans cette situation-là où finalement, après
un acte peut-être un peu fou de se débarrasser de son téléphone révolutionnaire. On se ramasse à devoir en acheter un quelques mois plus tard. Donc, autrement dit, on n'a pas un rapport qui est délibéré à la technologie. On a un rapport, on subit ces développements technologiques-là, on suppose qu'ils sont positifs, du moins on se convainc parfois qu'ils le sont. Dans le Bruderhof, les apports technologiques à la communauté sont réfléchis, délibérés. Parfois, peut-être, on prend des bonnes décisions. Parfois, peut-être, on en prend des mauvaises. Mais du moins, il y a un acte communautaire collectif dans le choix de ces technologies-là. Alors, tu allais pour recueillir, pour constater ça. En tout cas, du moins, c'était ton hypothèse au départ. As-tu trouvé ce à quoi tu t'attendais? Ben, moi et mon collègue Louis Roy, qui est illustrateur, un collaborateur au Vert depuis longtemps, on est allé là avec une certaine naïveté. On s'était donné un peu pour objectif, comme stratégie pour accomplir notre reportage, d'y aller sans téléphone intelligent nous-mêmes. Louis n'a même pas amené d'appareil photo. Il était là avec son aquarelle, puis moi avec mon petit carnet de notes, puis mes enregistreuses à boutonnière. On s'est perdu dans le chemin. Comme des champions. On s'est embarré en dehors de notre voiture. On s'est créé toutes sortes de problèmes qu'évidemment, on n'aurait probablement pas eu sans nos téléphones intelligents. On est arrivé là-bas, puis on nous a sortis du trouble assez rapidement. Puis une fois sur place, en fait, on a découvert assez rapidement que c'est pas que des téléphones intelligents existent dans la communauté lorsque le besoin se présente. Aujourd'hui, dans le Bruderhof, et depuis seulement quelques années, à peu près tous les adultes se promènent avec un téléphone intelligent, ce qui est un changement révolutionnaire dans la vie de cette communauté-là qui, pour les gens de mon âge, par exemple, moi j'ai 28 ans, ont connu une éducation où c'était tout à fait exceptionnel de voir un téléphone intelligent. Ça n'existait que dans le milieu de travail. Seulement des personnes qui en avaient réellement besoin en possédaient, puis c'était uniquement utilisé à des fins purement fonctionnelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, on a tous vécu la pandémie en 2020. Hein? On a tous connu les contre-coups de la pandémie. On a tous fait l'expérience de mesures sanitaires radicales. Pour le Bruderhof, la pandémie, ça a signifié l'arrivée du téléphone intelligent. Avec le virus, est arrivé dans la communauté du Bruderhof le téléphone intelligent. Parce qu'il faut comprendre que, comme ces communautés-là se retrouvent dans l'État de New York, l'État de New York, c'est l'un des États aux États-Unis qui a eu les politiques, les mesures sanitaires les plus drastiques dans l'ensemble des États-Unis. Si le Bruderhof s'était retrouvé au Texas ou en Floride, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Mais eux, ils étaient là. Puis ils ont été confrontés, en fait, à des mesures sanitaires qui se comparent beaucoup à ce qu'on a connu dans le Canada francophone. Des restrictions d'interaction sociale très importantes, des bulles sanitaires. Et donc, toute la vie de la communauté qui était basée sur un partage entre environ 300 personnes quotidien, des repas pris ensemble, de la lessive faite ensemble, des interactions C'était un choc immense. constantes, bien, ça a été un choc immense. Tout le monde est repoussé chacun dans des petites unités de logement. Dans le fond, dans le Bruderhof ou ailleurs, l'isolement fait mal. Oui, c'est ça. Puis exactement. Puis au début, lorsque la communauté a été confrontée à ces mesures-là, elle a cherché à se donner des moyens techniques alternatifs de pallier au problème. On a essayé toutes sortes de petites choses. Des pigeons voyageurs. Acheter des tablettes qui sont bloquées de telle manière qu'elles ne peuvent servir qu'à des visioconférences. Mais il y a eu un effet cumulatif de problèmes techniques rencontrés, finalement, de problèmes, de solutions à trouver, qui a amené les décideurs dans cette communauté-là, très rapidement, puis de façon tout à fait contraire à leurs habitudes de délibération communautaire. Lente et vraiment inclusive, à devoir décider en situation d'urgence que finalement, à partir de maintenant, lorsqu'un adulte demanderait un téléphone intelligent, on lui donnerait. Parce que cet outil-là, comme je le disais un peu plus tôt, apparaît répondre à tous les problèmes. Tous les problèmes auxquels ils étaient confrontés en contexte de pandémie. Et maintenant, dans le Bruderhof, lorsqu'on se promène dans cette communauté qui, en apparence, a une apparence très bucolique, un environnement, une culture qui a quelque chose d'européen, pas de voiture, des petits chemins piétons, bien, tout le monde se promène avec un téléphone intelligent, des écouteurs dans les oreilles. Il nous reste juste une minute, Benjamin. J'invite ceux qui veulent savoir comment la communauté vit aujourd'hui, c'est quoi son avenir aussi. Vous pourrez lire ça dans le numéro spécial sur la technique qu'on sort cet automne. Je termine quand même avec une dernière question. En quoi ce rapport à la technique qu'on retrouve au Bruderhof dans l'État de New York, en quoi ce rapport à la technique peut nous éclairer, nous, dans nos sociétés très techniciennes? Moi, je me suis étonné quand j'étais là-bas de voir à quel point l'expérience qui était vécue par ces gens-là était très similaire à la nôtre, en fait. Il y a beaucoup de points communs. Ils vivent les choses en accéléré dans une très courte période de temps, mais ils vivent des choses qui sont très similaires. Il y a par exemple une grande différence dans le rapport aux nouvelles technologies entre la génération des baby-boomers,
qui a vécu toute sa vie dans une certaine situation de contrainte par rapport aux technologies, qui vit avec beaucoup de joie, en fait, l'introduction des téléphones intelligents, ils prennent des photos, ils sont très contents, ils voient leurs petits-enfants. Et les plus jeunes, les gens de mon âge, par exemple, qui ont des jeunes enfants, qui, eux, ont connu une éducation sans technologie, en côtoyant dans l'université des gens qui avaient connu une éducation complètement différente et qui se désolent, en fait, de voir l'espèce de tissu social particulier de leur communauté se déliter et qui s'inquiètent beaucoup de l'impact que ça va avoir sur l'éducation de la prochaine génération. Donc, on voit ça dans notre société, une bonne différence dans le rapport aux technologies, des jeunes qui sont plus technophobes parfois. Et ça, c'est qu'un exemple parmi plusieurs que je pourrais donner. Fascinant. Benjamin Boivin, je rappelle que tu es chef de pupitre au magazine Le Verbe. Tu as orchestré ce numéro spécial sur la technique qu'on peut retrouver dès à présent cet automne. Et on pourra éventuellement aussi lire ton article en intégrale sur notre site web, leverbe.com, à surveiller. Si on a la patience. Si on a la patience, ça sera dans les prochains mois, assurément. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. On n'est pas du monde est une émission produite par Le Verbe Média. Conjuguez foi et culture à la mode québécoise en vous procurant nos numéros spéciaux de 116 pages, maintenant disponibles en librairie à travers toute la France. Mildred Canizales, Patrick Marceau, bienvenue à On n'est pas du monde. Merci. On est vraiment content de vous avoir avec nous. Vous êtes les parents de 9 enfants nés entre 1997 et 2013. Oui. Ça fait quand même un bel éventail d'expériences. Vous avez vécu l'entrée dans le 3e millénaire avec vos enfants. Oui. Et l'entrée du monde des technologies aussi dans votre foyer. En 97, c'était les balbutiements d'Internet, de l'Internet domestique. Exact. On n'avait pas d'ordinateur dans ce temps. On n'avait pas d'ordinateur. On avait un tout petit écran de télé 13 pouces. dans le salon. Les amis du quartier venaient écouter la télé Sur une 13 pouces. sur une 13 pouces. Alors, le monde a énormément changé. Je ne veux pas vous vieillir inutilement, là, mais le monde a changé dans les 25 dernières années. Absolument. Vous avez vu vos enfants grandir dans cet univers-là changeant. Et la société a changé aussi avec ce rapport-là. Là. Clairement. Oui. Racontez-nous comment ça s'est fait. Je pense que ça s'est fait en 3 phases. Hein. On peut le lire là, dans un reportage auquel vous avez contribué dans ce numéro spécial aussi. Il y a eu 3 générations Oui. dans vos Oui. enfants. Oui. Racontez-nous ça. Oui, dans le fond, l'entrée du téléphone intelligent est arrivée entre notre 3e et 4e enfant dans la vie des jeunes. Donc, nous, nos 3 premiers enfants n'ont pas vraiment connu à l'âge du secondaire, qui est l'âge vraiment où des habitudes de vie se prennent, puis des orientations, n'ont pas connu l'entrée du cellulaire dans leur vie. Fait que nous, on a vu ces enfants-là avaient été élevés, dans le fond, un peu comme les enfants d'avant, versus Dans la un monde technologie. semblable à celui dans lequel vous avez grandi Oui. vous-même, Oui. avec quelques différences. Oui, près, c'est mais- ça. Mais, Oui. tu sais, je veux dire, sur le plan de la relation entre le cellulaire, les études, la relation avec les amis, c'était quand même assez similaire. Par la suite, on a eu 3 autres enfants. Là. Et on a 3 autres enfants où ce que eux ont vraiment connu l'arrivée des cellulaires. Où ce que là, on a vu un changement. Je dirais un changement dans le fond, le comportement, dans le fond, ce qu'on remarque beaucoup, c'est que ça consommait du temps. Le cellulaire... On ne voulait pas de cellulaire, on n'en achetait pas, mais ils en recevaient des amis. Ben non. Parce que les amis, et leur cellulaire étant vieux ou en recevant un cadeau à leur fête ou à Noël, bien, ils les donnaient à nos enfants. Donc, nous, bien, on les découvrait avec des cellulaires qu'ils avaient reçus en À cadeau. vrai dire, nous-mêmes, gratuitement. on n'avait pas, mais nos enfants en avaient. Il y avait Est-ce pas qu'ils vous le demandaient à Noël, justement, ou à leur anniversaire? Est-ce qu'ils demandaient « Ah, j'aimerais ça avoir un Ça un dépasse portable, le un budget cellulaire. de nos cadeaux. Fait que... Mais non, il n'y avait pas besoin d'en demander. Ils C'était- savaient la réponse. Il y avait une abondance. Ah oui. Il y avait ça gratuitement, en plus. Oui. C'est fou. Mais Fait que- ce qu'on même, on a refusé, c'est des jeux vidéo, par exemple. Parce que nous, on ne veut pas de jeux vidéo à la maison. Même des parents étaient venus nous en offrir parce qu'ils étaient... Puis leurs enfants s'en servaient plus parce qu'ils en avaient reçu de nouveau. On se disait non, parce qu'on veut qu'ils soient ensemble, on veut qu'ils soient entre eux, qu'ils s'amusent. Fait que, Dans le fond, nous autres, on avait décidé ça, on a oui. une culture de famille de sport compétitif. Puis
Puis moi, ben, je consomme énormément de temps à suivre mes enfants là-dedans, puis je leur ai tout simplement dit, vous avez le choix entre sport compétitif ou les jeux vidéo, mais ça ne se passera pas. De plus, moi, j'aime pas ça tant que ça, les jeux vidéo. Fait que c'est une des raisons aussi pourquoi ça n'a pas rentré. Tu parlais du deuxième groupe, et ensuite, il y a un troisième, Oui. le plus jeune. Alors, C'est le deuxième. Attendons un petit peu, là, pause sur le deuxième groupe, la deuxième Oui. batch, là, au Oui. QV, je ne sais pas comment la nommer. Le QV, oui, c'est les bien. numéros 4, 5, 6, finalement. Oui. Ils n'osaient même pas demander un téléphone, ou en tout cas, ils n'avaient pas besoin de le demander parce que leurs amis, là, on parle de quel âge, le 12, 13, 14 ans? On parle de C'était au vraiment... secondaire. La période du secondaire. Ah, Le même 13-17. à peu près de sixième année du primaire. Là. C'est arrivé en sixième année du primaire. Puis bon, ils ont commencé à faire partie... Ils faisaient partie des équipes de basket. Il y avait des pages Facebook ou des groupes Facebook. Puis nous, on voulait, non, vous allez nous envoyer des courriels ou vous allez nous appeler quand le match est annulé. On est toujours les parents pas fins qui veulent avoir des courriels au lieu du site Facebook. Mais, dans le fond, les jeunes, nous, on ne connaissait pas ça. Ouais, c'est Fait ça. que ces jeunes-là sont arrivés et ils connaissaient. Et un en particulier de nos enfants qui était très, très habile là-dedans. Nous, on essayait de contrôler le Wi-Fi. C'était toute une aventure de contrôler le Wi-Fi. Écoute, ils sont même allés jusqu'à créer une identité de notre laveuse à linge sur le Wi-Fi en se faisant passer pour cette laveuse à linge-là pour avoir un autre accès. On ne l'a jamais su. On l'a su seulement quand James est venu chez nous pour l'article. Autrement, on ne le savait pas. Vous en apprenez encore, là, des mauvais coups qu'ils en ont conséquence, des fois, on prenait le cellulaire, on le jetait, on l'a même écrasé devant eux autres. Je l'ai même mis au compost. Je me suis dit, ça n'a pas de bon sens. Mais mon enfant nous a dit récemment, mais je l'ai sorti du compost, maman. Tant mieux! J'ai dit, je voulais pas que les personnes se blessent à la ville à cause d'un cellulaire que j'ai mis. Qu'est-ce qu'on n'a pas essayé des conséquences? Mais il déjouait toujours. On a fait vraiment, écoute, j'ai même fait fabriquer de mes mains une table de charge. Parce qu'un des problèmes avec le cellulaire dans les familles, c'est quand les enfants emmènent les cellulaires dans la chambre le soir. Oui. Et là, évidemment, ils peuvent regarder toutes sortes de choses. Et on s'est dit, il faut combattre le cellulaire le soir, la nuit. Fait qu'on a fait une table de charge. On s'est dit, voilà, une belle table de charge, tout le monde va pouvoir se brancher des circuits électriques là-dedans, quelque chose de bien. Qui était dans un lieu, Oui, un espace oui, public exact. central de la maison. Il y a juste Mildred et moi qui l'utilisaient. On a même acheté, parce que L'excuse pour la... l'excuse première, Ah oui. c'est on n'a rien pour nous réveiller. C'est notre réveil matin. ça C'était prend rendu raison. un réveil matin, Ben oui. le On a cellulaire, acheté plusieurs cadrans pour réveiller tout avec ce des batteries monde-là. toutes, oui, oui. Ça n'a pas fonctionné. Non. Ça n'a vraiment pas fonctionné. Donc, on a eu aussi un autre combat. C'est qu'en faisant la gestion du Wi-Fi, on était aussi en interférence avec nos plus vieux, qu'eux aussi avaient commencé à avoir l'usage des technologies, mais avec un peu plus de discernement. Qui était à l'université, qui avait Oui. des travaux à Oui, faire. c'est ça. Travaux à il y a un faire, des remettre, travaux là. plus tard. Il y a Moi, peut-être des raisons légitimes, c'est ça. donc, exactement. Oui, Tu sais, oui, eux oui, autres, oui. c'est ce qu'ils nous disaient. Puis là, nous autres, on disait, ben non, on a besoin de protéger les plus jeunes, mais nous, on en a besoin. Fait qu'il y a eu beaucoup de conflits par rapport à ça. Ouais. Et on a cédé. On a cédé. Et aujourd'hui, je pense qu'on aurait peut-être dû un peu moins céder là-dessus. Puis de les forcer à s'organiser autrement pour protéger les plus petits. Oui. Mildred, la troisième cohorte d'enfants, Oui, les ben, numéros 7, 8 et 9, qu'est-ce qui 7, s'est 8 passé et de 9, différent? Eux, bien, il y a eu des changements entre-temps parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des enfants qui étudiaient moins parce qu'il y avait des cellulaires et ça les distrayait beaucoup. Les écoles ont remarqué ça aussi. Ben oui. Donc, il a commencé à avoir des études et on a commencé à donner des formations aux parents pour nous aider dans les écoles, nous dire, bien, limiter le temps d'écran, parce qu'on s'est aperçu qu'il y a des répercussions même au niveau du cerveau, du développement, toutes sortes de conséquences. Donc, nous, en plus, on a écouté une émission, les écrans de fumée. Ouais, derrière, dans Oui, le fond, derrière Netflix. les écrans de fumée de Netflix, c'est ça. Exact. Un Puis, documentaire. un ouais. documentaire, puis qui nous a quand même fait voir que derrière les écrans de fumée, derrière tous ces écrans-là, il y a quand même des entreprises, des personnes qui ont
malveillance, parce qu'ils souhaitent, c'est tout simplement garder accrocher les jeunes et profiter de leur innocence pour leur proposer toutes sortes de produits, toutes sortes de pensées, tout ça. Puis on a fait écouter ça aux enfants, puis ils ont vu que, OK, oui, même entre eux, les plus vieux ont commencé à discuter pour même eux-mêmes enlever des applications qu'il y avait de leur cellulaire, parce qu'ils voyaient que c'était pas Ça c'était crée pas des bon. espèces de Ça- dépendance. De dépendance. Et les plus jeunes, en écoutant ça, et ayant des familles qu'on côtoie aussi, parce que oui, c'est vrai que nous, j'arrive dans la classe, quand j'étais dans la classe de maternelle à mon plus jeune, il y avait des parents qui étaient vraiment 20 ou 30 ans plus jeunes que nous. Donc, on côtoie des jeunes parents, des jeunes familles qui nous aident beaucoup parce que de leur côté, les jeunes familles ont décidé de leur côté, dire pas d'écran. Et comme ils sont des enfants de nos amis, elles sont des amis de nos enfants plutôt, eux, nos enfants, à leur tour, ils disent bien, on ne veut pas d'écran parce qu'on voit qu'il y a des familles qui peuvent vivre sans écran. Bien, nous, on ne veut pas d'écran. Donc, nous, si on ne veut pas avoir d'écran, fait qu'on a dit d'accord, on ne veut pas d'écran. Fait que ce qu'on a décidé pour cette troisième, on pourrait dire, génération d'enfants technologiques, c'est qu'on s'est fié, dans le fond, aux documents derrière nos écrans de fumée où les concepteurs sont vraiment venus expliquer, ceux qui avaient conçu ça, qu'on leur a demandé à quel âge vous commenceriez avec vos enfants. Ils ont dit 16 ans, pas avant 16 ans. Bien, nous, on a décidé de faire ça. C'est intéressant parce que dans la communauté du Brouderhof dont je parlais il y a quelques minutes, une règle qu'ils ont gardée, c'est qu'avant 17 ans, aucun enfant n'a de téléphone intelligent ou accès à un écran. C'est une règle communautaire. Fait que c'est intéressant. Eux, je ne sais pas s'ils ont regardé nos écrans de fumée, ils se sont probablement basés sur leur propre méthode de discernement. C'est des années de socialisation, Oui. de formation du cerveau. Il y a tellement de choses qui se passent entre 12 et 16 ans. Et d'ailleurs, au niveau de la formation du cerveau, c'est un peu plus lousse quand même, mais la Société des pédiatres du Canada recommande fortement d'interdire tout contact avec les écrans avant 3 ans. Bien quand même, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans le développement du cerveau là, dans l'enfance. Mais en même temps, on a vécu que tous les tableaux verts avec une craie sont commencés à sortir des écoles. Donc, ils ont des écrans numériques, ils commencent à avoir des ordinateurs de Chromebook qui le reçoivent en premier secondaire ou même des ordinateurs en classe. Donc, ils sont plus à l'aise avec l'ordinateur que je peux l'être. Là. Mais rendu à la maison, ça vient aussi un combat parce que nous, on se dit non. Tu peux faire tes devoirs, oui, mais passe pas trop de temps non plus. On veut que tu joues, on veut que tu lis, on veut que tu aides maman, que tu fasses ta chance. Fasses de la musique. Fasses de la musique mais quelque aussi, chose qui est très important, c'est le réseau familial des autres familles autour de nous. Oui. Parce qu'on ne peut pas être seul au monde dans ce Absolument. combat-là. Oui, S'il y a d'autres familles que les jeunes connaissent, qu'eux aussi pensent que c'est une bonne chose de ne pas avoir de réseaux sociaux avant 16 ans. Vous avez moins l'air d'extraterrestre. Exactement. Ça ne devient pas juste notre décision à nous. Et le fait que la malveillance a été vraiment démontrée à travers les réseaux sociaux, où ce que leur but, c'est vraiment de créer un peu des accoutumances, des dépendances face aux réseaux sociaux. Les jeunes peuvent commencer à réagir un peu comme la cigarette. La cigarette, ça sert à quoi? Ça sert à ce que tu en rajettes. Bien, fait que c'est un peu ça qu'on a amené comme argument à nos enfants. Mais ça reste un combat. Ça reste un combat pour moi aussi. Oui. Parlons-en de ce combat-là. Il y a comme dans tout combat, dans toute guerre, il y a des blessés, il y a des blessures, ça brasse, ça génère des tensions, dans le couple peut-être même aussi. Comment vous avez traversé ces années-là d'éducation de vos enfants par rapport à la technologie? Et même peut-être aussi dans votre couple, comment ça s'est passé si vous êtes... C'est sûr que moi, je suis un grand consommateur de télé. Je veux dire, puis dernièrement, j'ai découvert, dans le fond, pas TikTok, mais l'équivalent Facebook de ça. Et je me suis aperçu vraiment que je pouvais que ça pouvait comme créer une dépendance. Là, à un moment donné, j'ai comme réalisé, j'ai le goût vraiment de l'écouter. Là, j'ai dit, oh, attention. On va commencer à rapetisser les... Il y a quelque chose de beau dans le fait d'être une grande famille parce qu'on a des grands qui, dans leur travail, dans leur milieu de travail, dans des formations, des fois où où ils travaillent avec des jeunes et ils donnent des formations pour prévenir. Fait qu'à leur tour, eux, ils le font pour nous aussi. Ils viennent le faire pour papa, maman. Ils disent, papa, tu devrais plutôt... Pourquoi tu n'as pas pensé faire des activités autres que... Et puis je reviens à l'idée des familles qui sont contre
ou qui décident d'attendre un peu pour le cellulaire, ça permet à nos enfants de voir qu'il y a d'autres choses à faire que d'être devant l'écran. Donc, ils voient que, là, ils sont allés jouer, ils ont fait de la musique, il y a la lecture. Donc, ça leur permet de voir tellement d'autres activités que nos enfants sont dehors. Même les voisins nous disent, c'est le fun de voir vos enfants jouer dehors. Il y a des enfants dans le quartier, mais on ne les voit pas. Ils sont chez eux, devant l'écran, ou au parc probablement aussi. Là, mais, Une des grandes tentations de l'écran, d'après moi, c'est de faire quelque chose sans effort. Quand tu regardes de quoi, tu es comme un peu un légume, tu te fais divertir, puis tu sais, je veux dire, cette forme d'activité-là, ça ne demande aucun effort. Tu sais, je veux dire, l'être humain est fait pour conserver l'énergie. Bien, ça, là, ça rentre dans ce cadre-là. Puis faire des efforts, c'est là que tu développes. Sans effort, il n'y a pas vraiment de développement. Fait que ça, il y a un piège aussi, de garder nos enfants dans cette espèce d'état végétatif là, d'écran qui nous amène toute l'information continuellement. Mais pour revenir à ta question, c'est sûr que ça nous oblige à se dire, là, je trouve que ça fait trop longtemps sur l'écran. Oui, mais toi aussi, c'est vrai, moi aussi. Bon, fait qu'on on s'oblige, puis c'est un combat quotidien à chaque semaine. Ouais. Parce que des fois, on s'est organisé l'automne, l'hiver, printemps, arrive l'été. Là, l'été, on est dehors, tout ça, mais là, elle recommence maintenant la rentrée scolaire. On le voit, là, qu'on est plus porté à être à l'intérieur, à être devant nos écrans. Fait que c'est... La nature a horreur du vide. Si on ne fait pas d'autre chose, ben on fait des écrans, c'est facile. C'est ça. Fait que dans le fond, les enfants aussi ont eu des conséquences, dans le sens qu'il y a eu des conséquences académiques. Ça, oui. Il y a un peu, tu sais, je veux dire, il y a eu un peu de conséquences académiques. Tu sais, je veux dire, le développement de la procrastination, c'est un des outils, c'est les écrans. Le mot procrastination, mais j'étais à une rencontre de parents tout récemment, puis ils disaient maintenant qu'ils proposent plutôt aux élèves de s'organiser, de plutôt organiser et plus s'habituer à l'agenda. Au lieu de focusser sur la procrastination, bien dire quelles sont les solutions. Et on voit que les écoles aussi nous appuient, nous aident. Oui, essaient de s'ajuster aussi. Fait que mais ça reste un combat pour tous. C'est dans le fond, on dit, ils sont devant l'écran. La réalité, c'est qu'ils sont connectés sur le monde au complet. Il y a quelque chose de charmant là-dedans de dire, j'ai le choix entre parler avec une personne ou écouter le monde au complet. Ou avoir la vidéo la plus drôle de la planète cette semaine. Mais en même temps, moi, ça me permet d'être en contact avec ma famille. Ou quand les enfants sont à l'extérieur en voyage, bien, ça leur a permis d'être en contact avec nous, une fois par semaine au moins, où nous envoyer des photos. J'ai parlé avec une de mes amies ce matin aux États-Unis, puis je peux parler avec ma cousine du Costa Rica, mon autre en Allemagne. Moi, il y a quelque chose, par contre. Il n'y a pas d'heure, là. Il n'y a pas de frontières. Ça a du bon aussi. Mais on a un groupe de famille même sur Messenger, là. On écrit des nouvelles, on envoie des petites photos, ça nous garde des liens quand même, là. Mais, ce que je trouve... C'est vrai que c'est positif de ce côté-là, mais dans le sens d'être toujours connectés ensemble, il y a comme un petit aspect négatif que je trouve, c'est, exemple, un enfant va faire un voyage. Il s'en va en Amérique du Sud ou il s'en va en Europe. Dans mon temps, quand tu faisais un voyage, tu faisais un vrai voyage. Dans le sens que c'était tellement cher à appeler que tu n'appelais jamais. Fait que dans le fond, tu vivais ton voyage pleinement. Tu n'étais pas toujours en communication quasiment assez proche avec les membres de ta famille. Il y avait la vraie coupure. Aujourd'hui, la vraie coupure est plus ou moins là au niveau des voyages. Maman, elle aime ça C'était différent aussi. Quand tu faisais ton voyage, ailleurs, c'était pas comme chez toi. Ouais. Ces technologies-là, ils ont un effet d'uniformisation aussi. Là, il n'y a pas seulement la communication qui est constante, mais aussi tout le monde devient un peu pareil. Oui. Exact. Il y a comme une perte de diversité. C'est un sujet qu'on peut parler énormément, mais les familles, je pense que c'est bon de faire des conseils de famille autour de ce sujet-là. On en a fait beaucoup, nous autres, très houleux des fois. Ça brassait, oui. Ah oui, parce que, je veux dire, souvent de fois, on se battait entre le gros bon sens et l'addiction. Fait que, tu sais, je veux dire, il y a des gens que l'addiction était peut-être tellement forte qu'ils ne reconnaissaient plus le gros bon sens. Oui. Fait qu'il y a vraiment... mais les conseils de famille... Mais le fait de s'asseoir ensemble, parler prise de conscience, puis pas... faut pas espérer tout régler le dossier du premier coup.
Puis se trouver des trucs. Nous, on a un de nos enfants qui aime bien s'organiser. Bien, lui, il saura guider les autres parce que moi, je n'ai pas su le guider. Je ne suis pas vraiment très bonne. Là, Ils peuvent s'entraider. mais ils peuvent s'entraider. Là, fait que ça... Puis nous, ce qu'on a vu pendant la COVID, ce qu'on s'est aperçu, c'est que là, c'était... ils étaient tous à la maison. On en avait besoin, là, des petits bidules. Puis on n'en avait pas pour tous et chacun à la maison. Fait que quelqu'un nous a donné un vieux iPad, on s'en servait. Ou on se passait le cellulaire de maman pour toutes sortes de projets. Puis notre plus grande était en stage en ligne pour ses cours de aller dans le salon. Puis on s'est organisé. Là, on a un très beau réseau. Papa ne travaillait pas à la maison parce qu'à 9 sur le Wi-Fi, il restait pas de bande passante. C'était fou. Patrick, Marceau, Mildred, Canizales, on poursuit la discussion avec Maxime dans les prochaines minutes. N'hésitez pas à nourrir cette discussion-là de votre très riche vécu. Merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça. On remercie vos enfants aussi, qui étaient là un peu malgré eux aujourd'hui. On les aime, ils sont fins. On espère avoir trop de choses. On n'espère pas avoir dit trop de choses qui vont nous reprocher. On n'a nommé personne au moins, c'est bon. Merci à vous deux. Merci. Oui, de rien. Maxime Scrive, bonjour, bienvenue à On n'est pas du monde. Bonjour. Diplômé en théologie, en philosophie, tu t'intéresses déjà, depuis déjà quelques années au rapport que les êtres humains ont avec la technique. La technique. Tu t'es beaucoup appuyé sur l'œuvre de Jacques Ellul, un théologien, philosophe protestant, dont la pensée est très, très riche, très profonde. Un mot sur Jacques Ellul, peut-être, avant de plonger? Bien, Jacques Ellul est un penseur français, un juriste, en fait, de profession. Mais voilà un croyant protestant qui a eu vraiment une œuvre divisée, on pourrait dire, en deux, là, théologique et philosophique. Donc, c'est un des grands spécialistes de la technique, là, avec Hannah Arendt, Gunther Anders, Jürgen Habermas et ces grands noms-là avec Heidegger. Alors, voilà. On a commencé le travail déjà au début de l'émission en définissant de quoi on parlait quand on parlait de technique. Et j'ai déjà annoncé qu'on prendrait quelques minutes pour déboulonner des mythes ou, j'oserais dire, analyser certains dogmes qui sont assez tenaces par rapport à la technique. On croit, littéralement, certaines idées qu'on accepte, qu'on tient pour acquises, sans trop les remettre en question. Alors, abordons peut-être quelques-uns de ces dogmes-là. Quand on parle de technique, rapidement, on va dire, du moins, on va entendre dire, la technique, la technologie, c'est neutre. Ça dépend ce qu'on en fait. C'est pas... Il y a des bons usages, des mauvais usages d'un crayon, d'un couteau, d'un marteau. On peut faire bien des dégâts avec un marteau, comme on peut construire une maison. Qu'est-ce que tu répondrais à ça, Maxime? Absolument. Et on entend ça tellement souvent que ça devient même agaçant. La technique, c'est neutre. Alors moi, j'aurais envie de dire, c'est faux. C'est faux. La technique n'est ni bonne, ni mauvaise, mais non plus neutre. Ah. Ça, c'était très intéressant parce que souvent, on se dit, si c'est ni bon ni mauvais, ça doit être neutre. Alors qu'en réalité, la technique infléchit de son côté. Elle tire vers elle-même pour transformer, finalement, en efficience, ou en tout cas en désir d'efficience, l'utilisateur, finalement, qui l'utilise. OK. Un exemple de ça? Oui. Bon, voilà. La technique, là, j'ai mes petits papiers pour ne pas m'égarer, parce que je pourrais en parler 2 heures. Ça me prendrait une autre invitation. La technique, ce n'est pas un simple instrument sans conséquence. Ça a un poids spécifique, le poids de l'efficience. Personne qui utilise une technique, on entend en technique moderne, il faudrait départager la technique primitive de la technique moderne. Prenons peut-être quelques secondes. Là. Quelques secondes quand même. Alors la technique primitive, on pourrait penser au couteau, au crayon. C'est quelque chose qui est un intermédiaire entre l'être humain et son milieu, mais sans plus. L'homme a travaillé avec la technique primitive, son milieu, et ça forme son rapport au monde. La technique moderne, c'est un renversement complet de ça. L'homme n'est plus libre parce que il se trouve enchaîné à l'impératif d'efficience. Autrement dit, en utilisant, par exemple, un écran, pour faire suite, en utilisant un écran, le monde qui est derrière est invisible.
On ne le voit plus. C'est un intermédiaire qui est rendu opaque, qui nous cache le monde et qui nous enchaîne, je vais le dire souvent, l'impératif de puissance. Parce que la technique moderne c'est son être. Elle est puissance. Elle donne la puissance, elle est puissance, et elle induit cette quête de puissance. Alors, on a la distinction entre technique moderne, technique primitive. Tu étais sur la lancée, est-ce que la technique est neutre? Elle n'est ni neutre, ni bonne, ni mauvaise. Elle infléchit ce qu'on y met finalement. Elle accentue, on pourrait dire, ce qu'on y apporte? Ou tu le dirais autrement? Non, vraiment. Une personne qui souhaite accomplir une tâche et qui s'y prend avec une technique moderne va toujours avoir derrière la tête, et c'est pas que c'est lui qui l'a mis, mais c'est l'outil même qui met cette chose derrière la tête. Comment je vais pouvoir faire mieux? Comment je vais pouvoir être plus efficace? Et ça, c'est parce que l'outil permet plus l'efficacité. C'est ça, mais mieux compris d'une manière très spécifique, pas mieux dans le sens où ça apporte, par exemple, à la personne humaine plus de bonheur. Très, très, très bon. D'ailleurs, c'est là que je m'en allais, Benjamin. C'est que la technique moderne est indépendante face aux valeurs. Face à la culture, à l'esthétisme. Elle est complètement autonome. Disons, la seule valeur qui pourrait soumettre la technique, mais finalement, on ne peut pas dire ça, mais c'est l'efficience. C'est la quête du toujours mieux, oui. Alors, mais on a ici, autour de la table, un ingénieur qui travaille en usine, Patrick, qui, j'imagine, a cette quête-là d'efficience. Hein. J'imagine que dans une chaîne de montage ou une chaîne industrielle, on ne veut pas qu'il y ait de perte d'énergie. Le moins possible. Le moins possible. Vraiment. Si on essaie de mieux faire, on essaie de bien faire les choses du premier coup. Et ça, c'est vraiment important. D'ailleurs, les chaînes de montage dans les usines, le résultat du Fordisme ou du Taylorisme, c'est exactement ça. La machine, ou même l'usine, je ne savais pas, c'est intéressant, ingénieur. Alors, la machine est, disons, une première forme, un point de départ à la technique moderne. C'est le point de départ, et donc la technique moderne tend à transformer tout en machine, en moyen. Voilà, même si aujourd'hui, la technique moderne, c'est bien plus qu'une machine. Est-ce qu'on pourrait dire qu'une société qui est technique, qui fonctionne sur la base de principes techniques, c'est une société qui applique cette logique-là, qui convient à l'univers, par exemple, industriel, mais comme à toutes les sphères de la vie? Oui, absolument, très bon point. Toutes les sphères de la vie sont aujourd'hui dans un système technicien. Ça, c'était la théorie de Jacques Ellul, que nous sommes dans un univers, dans un système technicien. Alors, ce qui crée le système, c'est que toutes les techniques sont désormais, toutes les sphères de la vie sont soumises à la technique, à cet impératif d'efficacité. C'est drôle parce qu'on a aussi dans ce numéro-là un article sur les relations de couple. Et sans même parler de technologie ou d'écran ou de cellulaire ou je ne sais trop, il y a cette idée qui est très bien mise en lumière par notre journaliste que dans bien des couples aujourd'hui, et je pense que tout le monde peut se reconnaître là-dedans, on a ce désir-là de résolution de problèmes. Absolument. On a une pensée, on pense comme des ingénieurs, sans offense, Patrick. Même nos relations de couple, même nos relations avec nos enfants, problème, solution, il faut être efficace, efficient. Et là, ça laisse plus beaucoup de place aux autres aspects, aux autres dimensions de la vie. Pensons aux dimensions spirituelles, tout ce qui est proprement humain. Et même spirituel, pourquoi pas? Et même spirituel, oui. L'impératif de puissance, d'efficacité, dépendamment de la spiritualité, mais alors là, il faut que je fasse mon chapelet, puis c'est 25 minutes, donc, et pas plus. Non, mais c'est vrai, on est soumis. Ça peut même contaminer ces aspects-là, oui, c'est ça. Tous les aspects. Et on dit même... chanter, c'est prier 2 fois. Donc, c'est plus efficace. Saint-Augustin était quelqu'un de très technicien. C'est bon. Mais il y a une maxime qui nous induit à ça. Ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Ça, c'est rentré dans notre société aussi. Tout à fait.
Passons à un deuxième dogme, Maxime. Bon, la neutralité, on comprend là, que c'est pas si simple que ça. Deuxième dogme qui est assez commun par rapport à la technologie, c'est que c'est pratique. Hein? La technologie, Absolument. qu'est-ce qu'on ferait sans lave-vaisselle? Qu'est-ce qu'on ferait sans téléphone intelligent de nos jours? Qu'est-ce qu'on ferait sans cet éclairage? Les caméras qui sont sur le plateau ici, on serait bien mal pris, non? Vraiment mal pris. et plus même qu'avant. Je vous explique pourquoi. Les voyages, là, on parlait de ça, donc c'est pratique. C'est vraiment pratique parce qu'on peut avoir des nouvelles de nos enfants qui sont très loin, on peut avoir des photos comme cœur des parents. J'en sais pas encore quelque chose, je suis père, mais disons que mes enfants n'ont pas l'âge de voyager. Mais ça doit être très sécurisant. Oui. Absolument. Et ça, c'est pas un mensonge, ce sentiment-là. Il est réel. On sait que nos enfants sont du moins pas en danger, hein, s'ils prennent la peine de nous envoyer des photos. Mais donc, c'est pratique. Et moi, j'aurais envie de dire oui. Simplement. On peut pas... C'est pratique. Mais la vraie question à se poser maintenant, parce que moi, j'ai envie de dire, je peux pas répondre autrement à cette question-là. Oui, c'est pratique. Et d'ailleurs, c'est peut-être... Je mets au défi. Je vous mets au défi de trouver un seul autre argument. Un seul. Selon moi, c'est le seul. C'est le seul argument qui défend la technique. C'est pratique. Ça nous apporte plus. Ça nous permet de faire plus, plus vite, mieux. Hein? C'est la puissance. C'est l'impératif d'efficacité, d'efficience. Le Mais temps, c'est de l'argent. Le Ah ouais, temps, c'est aussi. de l'argent. C'est clair. Mais la vraie question à se poser, c'est à quel prix? Oui, c'est pratique. Mais à quel prix? Parce que la technique n'est pas neutre. Elle insuffle, comme je le disais, cet impératif d'efficience transforme nos vies, transforme nos relations. À partir du moment où la technique transforme nos relations, on peut vraiment se poser des questions. C'est intéressant d'ailleurs, l'expérience que tu as faite, Benjamin. Je suis désolé, là, le nom... Broderhoff. Le Broderhoff. Broderhoff. Ouais. Enfin, c'est passionnant, ça, passionnant. En en accéléré, là, l'introduction de TIC, hein, de Technologie de l'information et des communications, ben, j'imagine que tu l'as vu, ou peut-être que tu as vu les conséquences de ça. Ça a changé complètement le tissu social. Ouais, puis on voit que certains dans la communauté sont beaucoup plus à même de comprendre et d'analyser cet effet-là que d'autres. Il y a une grande variété aussi dans la capacité à le voir, là. Puis à saisir le pour, le contre, tout ça, là. C'est très intéressant parce que si on prenait la peine, vraiment, et ça, c'est un autre défi que je lance, là, peut-être à des intellectuels, là, mais si on prenait la peine de mesurer toutes les conséquences de la technique, parce que là, on prend nommer quelques-uns, 10, d'ailleurs des conséquences dramatiques, vraiment dramatiques. Je le ferai dans un article peut-être. mais si on prenait la peine de vraiment dresser la liste de toutes les conséquences sur nos vies, sur la vie des communautés, sur la vie même de toute l'humanité, et attention, l'humanité de tout l'écosystème. Hein, on n'est pas tout seul ici, là. Il y a toute la création. Alors, les conséquences, ben, j'imagine qu'on ferait d'abord simplement une syncope. Non, mais c'est vraiment, vraiment très, très intéressant. Dans un milieu industriel, on parle de technologie. Il y a 3 types de machines. Il y a les machines mécaniques, il y a les machines électriques, électroniques, et il y a les machines mécaniques, électriques, électroniques, et appuyées par l'informatique. Absolument. Et ces dernières machines-là nous emmènent une puissance d'usinage, de de vitesse, d'adaptation incroyable. Mais en même temps, nous rendent d'une dépendance incroyable. Absolument. Et Ça, c'est on très vient- fragile. Hein? et c'est très fragile et le monde informatique n'a pas la robustesse qu'on cherche, Absolument. mais nous enivre par ses possibilités. Absolument. Et d'ailleurs, la technique, c'est un propre de la technique, ça fragilise parce que ça simplifie. Et pas, je ne veux pas dire simple, ah, c'est simple, c'est facile, mais ça réduit la diversité. Hein? Des populations technicisées, ben, d'ailleurs, la mondialisation, voilà. Un superbe exemple. Des populations technicisées ne peuvent pas exister en parallèle différemment. Ça uniformise, ça simplifie. Maxime, il nous reste une petite minute. Il faut aborder le dernier dogme dont on voulait parler aujourd'hui. On l'a déjà un peu effleuré.
c'est qu'on a l'impression d'être dans... Ben, tu l'as très bien dit, Patrick, dans un train du progrès, hein, dans lequel on n'a pas vraiment le choix de sauter. Vous n'avez pas le choix à l'usine d'embarquer là-dedans parce que sinon, le compétiteur, lui, il va le faire. il va le faire, il n'y a aucun doute là-dessus. Même chose avec les enfants. Les autres enfants dans la classe ont aussi des cellulaires, donc on n'a pas vraiment le choix d'en acheter un aussi. Qu'est-ce qu'on répond à ça? La technique, je mets des guillemets, hein, j'espère que tout le monde voit les guillemets. La technique produit beaucoup de liberté, beaucoup de choix, hein, Et je vais prendre l'exemple de la voiture. Alors, aujourd'hui, là, on peut choisir là, la marque, la couleur, les gadgets, je sais pas, j'y connais rien, en fait. Vitres électriques. Oui, on peut choisir, mais une question beaucoup plus fondamentale à se poser, c'est est-ce qu'on a encore le choix de simplement en posséder une? Face aux questions fondamentales, la technique laisse un silence radio. Il n'y a pas de place pour la remise en question, parce qu'on l'a dit d'ailleurs, la technique est autonome face aux valeurs, face aux questions moindrement éthiques. Il y a une séparation toujours plus grande entre le travail technique et la réflexion éthique. Et l'être humain est pris là-dedans, et donc lui-même s'amoralise en travaillant avec la technique. C'est très intéressant. Alors, est-ce qu'on a vraiment le choix de ne pas posséder une voiture? Alors que derrière, il y a des urbanistes qui vont développer des plans de villes nouvelles, des villes du futur, en ne considérant seulement que les gens qui ont des voitures. C'est dans le fond, dans une banlieue, si tu veux vivre pleinement, tu peux avoir pas de voiture. Si tu veux vivre pleinement, ça te prend une voiture. On n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Et à partir... Oui, je t'en prie, rapidement. Oui, donc à partir de ce moment-là, on a deux choix. Ou bien on serre la main de la technique. Oui, c'est bon. Et là, on va être puissant. On va hériter de la puissance de la technique. Mais la contrepartie, c'est qu'on va être esclave de la technique. Le deuxième choix, on dit non, ou pas. Je ne prends pas la technique. Et là, j'entre directement en concurrence avec la technique. Et je suis vaincu. Maxime Scrive, bioéthicien, merci beaucoup d'avoir éclairé cette question, ma foi, très, très, très grave pour notre époque. Mais c'était non moins passionnant. Merci infiniment, Maxime. Merci beaucoup à Patrick Mildred, merci à Benjamin aussi et à chacun de vous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je remercie Barthélémy Rieu et Marianne Martin à la technique. Et je vous invite à aller sur nos réseaux sociaux. On aura plein de suggestions de lecture de films pour vous en lien avec ce thème. Je vous invite aussi à nous suivre sur YouTube. Allez visiter leverbe.com, vous serez rassasiés de tous nos contenus sur ce thème passionnant de la technique. Merci infiniment et on se dit à très bientôt pour un autre épisode d'On n'est pas du monde.